Figital Avenir de l'e-commerce, donc avec Philippe Varnier, CEO fondateur de eView, marque en ligne, les lunettes de vue. C'est Voilà. ça, oui. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Figital et de Figital avec le e-commerce, sachant que le Figital, on est quand même beaucoup dans le monde physique. Je vais essayer de faire une présentation relativement courte, une petite vingtaine de minutes maximum, pour laisser un petit temps à l'échange, parce que le Figital peut amener un certain nombre de questions et d'intérêts, donc je vous propose de faire comme ça. Alors, si on part du e-commerce et de ses limites. J'ai envie de dire, qui se rappelle d'il y a seulement 12 ans, il y avait quelques Happy Few dont j'ai fait partie en cofondant avec des jeunes associés un site qui s'appelle spartou.com. Qui aurait cru encore au e-commerce? Il faut savoir qu'en 2002, lorsque j'étais directeur général du groupe GoSport, je fermais le site gosport.com parce que le e-commerce, ça ne marchait pas. Decathlon faisait pareil quelques années plus tard, je crois en 2004. Et donc, le e-commerce avait débuté dans la bulle du e-commerce, et puis, enfin de l'Internet des années 2000, et puis s'était essoufflé et avait mis pied à terre. Il y a eu quelques affaires retentissantes du style pernoël.com, des colis qui n'arrivaient jamais, enfin, etc. On a déjà oublié tout ça, mais c'était il y a seulement 12 ans. Ça paraît très loin, mais c'était très récent. Et ça, c'était sans compter sur l'arrivée du haut débit, qui a changé fondamentalement le e-commerce grâce à la sécurisation des paiements, puisque le risque financier était porté par les e-commerçants. On venait leur reprélever directement, que les clients soient de bonne ou de mauvaise foi, les sommes qui avaient été versées. Et le haut débit permettait également d'avoir plus de photos, d'avoir plus d'informations sur les produits, et donc d'avoir une qualité de choix supérieure. Et là, ce sont les grandes enseignes qui, pour moi, ont tiré le meilleur parti du e-commerce parce qu'elles n'avaient pas besoin de passer par des Google et compagnie pour amener des gens sur leur site. Et ce n'est pas par hasard que des sites comme Fnac.com ou Decathlon.fr sont rapidement, une fois qu'ils sont revenus dans le e-commerce, sont redevenus des enseignes leaders dans le top 10 des e-commerçants. Mais aujourd'hui, on assiste quand même à quelque chose d'un petit peu encore nouveau. C'est pour ça que je dis que les deux grands gagnants, c'est, à mon avis, dans un premier temps, les grandes enseignes. Et puis maintenant, les grands acteurs mondiaux du e-commerce, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'aux États-Unis, Amazon a fait fondre les plombs à Toys R Us. 80% ou plus de 80% de la part de marché du jouet aux États-Unis a été captée par Amazon. L'arrivée des Amazon, Alibaba, Zalando et compagnie, aujourd'hui, un panel tout simple, Amazon aujourd'hui est le premier e-commerçant sur pratiquement tous les secteurs de marché, que ce soit la mode, le sport, le jouet évidemment. Et donc ceci pose un certain nombre de problèmes. Donc il faut se poser la question, quel avenir pour les e-commerçants, sachant que le e-commerce a beaucoup d'avantages, mais aussi des limites. L'avantage, c'est qu'on est dans un système de vente jeune qui est très récent, qui connaît encore de fortes croissances. On a une vraie attractivité qui est liée à la supply chain, avec la capacité d'avoir des offres vraiment larges et percutantes. Mais, pour moi, il y a un mais, c'est qu'on est, même si des fois, les délais de livraison se tendent un peu, notamment dans des villes comme Paris ou autres. On arrive à livrer en 2 heures certains achats. On est dans un achat différé. On est dans un business qui est dépendant de quelques grands acteurs. Alors, je parlais des Google, des gros moteurs de recherche, pour ne pas les nommer, mais aussi la livraison, donc la Poste, même s'il y a eu beaucoup, la Poste, DHL et compagnie, hein, même s'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés dans ce sens. Et puis, sur le e-commerce, il faut bien reconnaître qu'il y a une concurrence qui est quand même exacerbée, avec beaucoup d'acteurs. Il faut pouvoir émerger par rapport à ça. On peut dire que le e-commerçant a un manque de proximité avec le client, et ça peut se traduire aussi par un manque de services ou des services plus restreints du fait de la technologie. Donc pour moi, j'ai toujours considéré, et même quand j'étais encore le président de Spartou, que l'avenir du e-commerce en tant que e-commerçant seul était un business model qui était extrêmement fragile et qu'il fallait envisager d'autres choses.
Et dans ces autres choses, ben, pour sécuriser son devenir, le e-commerce, et on commence à le constater, est en train de partir à la conquête du monde physique. Alors, il le fait de plusieurs façons différentes, soit en créant des boutiques en propre, des sites comme Snow Leader, par exemple, ouvrent leurs propres boutiques, et il y en a beaucoup d'autres, soit en rachetant des réseaux constitués. Je pense à, si je reste dans l'exemple de Spartoo, qui a racheté André récemment, ou en faisant des alliances stratégiques avec des retailers, c'est-à-dire que vous avez par exemple Monoprix qui s'allie avec Amazon pour la partie alimentaire. Mais ce qui est très important, c'est qu'en fait, entre le monde physique et le e-commerce, je ne sais pas quelle est la population des gens qui sont là, s'ils sont plutôt dans le e-commerce ou dans le monde physique, en tous les cas, ce sont des savoir-faire qui sont très différents. Et j'ai mis un petit film que peut-être certains avaient déjà eu l'occasion de regarder, mais que je trouve plutôt sympathique et rigolo, qui fait prendre la mesure des différences entre le e-commerce et le... Ah, on n'entend pas le son par contre. You sure? Yeah. Username? Oh, Nick M. No. NM1983. No. Zandy Pops. Sorry. Zandy Pops. No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based product for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation, design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear, or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse. Oh, yeah. Hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just. What's your username? It's Nick Forever, but number 4, not the. Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? That's not even a word. Okay, how about this one? You know what? Forget it. Or this one? Hippopotamus. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, Standard. Standard. Standard delivery. That's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what? I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, okay. You want the take-home today price? Then that's £3.27. You know what? I'm going to go. Come back soon. I won't. Bon, voilà, un petit film que vous avez peut-être déjà l'occasion de voir sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, bon, évidemment, c'est très gimmick, mais ça montre bien que finalement, c'est très différent de parler de e-commerce ou de commerce dans le monde physique. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau mot qui est en train d'arriver, c'est, on parle maintenant de phygital. Alors, le phygital, qu'est-ce que c'est? C'est le physique qui devient digital ou le digital qui devient physique. C'est pareil, ça marche dans les deux sens. En fait, le phygital, ça consiste à intégrer de façon la plus efficace possible les atouts du monde digital dans des points de vente physiques. Et lorsqu'on vient du e-commerce et qu'on est dans cette démarche-là, eh bien, le consommateur s'attend encore plus à quelque chose de digital lorsqu'on va ouvrir un point de vente physique, un magasin. Alors, quand on est dans cette démarche, eh bien, il y a des erreurs à ne pas commettre. Et je dirais que la principale, c'est d'adapter son digital et ne pas simplement le transposer. En fait, dans un projet de digitalisation, l'erreur peut consister à simplement copier ses outils digitaux type son site internet, qui a été conçu à l'origine pour un canal et des spécificités bien concrètes, du référencement naturel, etc., etc. Un certain nombre de choses qui ne sont pas nécessairement à transposer directement dans le phygital. J'en veux pour exemple une grande enseigne dont je tairai le nom, avait démarré un déploiement de bornes dans ses magasins. Et dans ce magasin, il avait tout simplement pris son site internet. Et lorsqu'il y a eu une mise à jour de son site internet, eh bien, la totalité des bornes se sont arrêtées et ne fonctionnaient plus parce que ça n'avait pas été pensé pour des outils digitaux, mais pour des outils web. Donc, c'est pas forcément la meilleure réponse que d'adapter. Et il faut faire très attention à cela parce que ça peut occasionner eh bien, des déconvenues
plutôt significative. Le Figital va posséder ses propres règles, ses bonnes pratiques et les écueils à éviter, puisque il faut être capable aussi d'être très personnalisé, d'être adapté au point de vente physique et de pouvoir être facilement déployable. Alors, tout ça pour dire que le Figital, c'est différent du digital. Alors, ça peut paraître, oui, mais c'est... Et en fait, je me suis beaucoup posé la question et j'ai été... il y a aujourd'hui une fédération française du commerce Figital et j'ai repris un petit peu leur point d'analyse que je partage tout à fait. C'est qu'en fait, ce qui explique la différence entre le digital et le Figital, c'est que dans le digital, le consommateur est propriétaire de son dispositif informatique, de son device, comme on dit. Il est chez lui. J'utilise mon téléphone, j'utilise ma tablette, j'utilise mon ordinateur. C'est moi qui maîtrise les éléments. Alors que pour le Figital, le consommateur n'est pas propriétaire des dispositifs informatiques qui sont mis à sa disposition dans les magasins. Il utilise les outils qui lui sont dédiés par le commerçant, par la marque ou par le e-commerçant. Et donc cette différence fondamentale entre le digital et le Figital, finalement, peut se résumer par qui est propriétaire des devices, qui est propriétaire des dispositifs informatiques sur lesquels on va faire tourner les applications. Une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas juste pour faire du bon Figital. Après, il y a un certain nombre de contraintes qu'il va falloir respecter. J'essaierai de l'illustrer tout à l'heure. Alors pour les sites de e-commerce, puisque c'est un petit peu le sujet du jour, je pense que c'est parfaitement logique d'aller vers le Figital quand le client a besoin de conseils. Et il y a un « et » qui apparaît ici en gras sur le slide, que le monde physique peut apporter des outils digitaux. Il faut savoir que tout ce qui est théâtralisation, mise en place de services exclusifs, etc., ne peuvent pas encore exister sur le web, même si les technologies avancent vite. Hein. Demain, on parle de faire des nez olfactifs sur les ordinateurs, etc. Et donc, on peut trouver... c'est plus compliqué d'avoir une dégustation de vin, par exemple, avec un sommelier sur un site internet. Ça se passe dans le monde physique. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est l'achat du billet de train. Je dirais que bon, on veut un billet de train, on veut aller de tel endroit à tel endroit, on va sur le site SNCF. Maintenant, quand on veut acheter un voyage, c'est plus la même histoire. C'est-à-dire qu'on a besoin de services, on a besoin de conseils. Et là, c'est là où le monde physique peut apporter une réponse pertinente par rapport à des sites de e-commerce, bien complémenter l'offre, et là où le Figital va devoir s'exprimer de façon efficace. Alors, pour moi, le Figital permet une nouvelle approche du commerce. Tout d'abord, sur 5 points clés. Le premier, c'est de remettre le client au cœur du processus d'achat. C'est fini pour moi la période où le magasin décide de vendre ce que ses acheteurs ont proposé comme assortiment. Aujourd'hui, le client, il a des attentes, qui sont officielles, enfin qui sont déclarées, qui peuvent être aussi inconscientes, et il faut arriver à les faire émerger. Et c'est là où des techniques digitales peuvent permettre, et vous verrez à travers l'exemple que je vous montrerai sur les lunettes, peuvent permettre de révéler au client des produits et de mettre en avant des produits qui lui correspondent véritablement et qu'il a envie de chercher. Le deuxième point, c'est de réinventer la mission du vendeur. C'est clair qu'aujourd'hui, à cause du web ou grâce au web, les clients arrivent dans les magasins et ils connaissent parfois plus de choses sur les produits que le vendeur lui-même. Et donc, si le vendeur ne se trouve pas en position d'apporter quelque chose de complémentaire, eh bien, voire à dire des informations erronées sur le produit, ça peut décrédibiliser même le magasin et la démarche commerciale. Et donc, en plus, il y a des catalogues qui peuvent évoluer très rapidement, et le vendeur, eh bien, à travers des outils digitaux qui doivent apporter quelque chose également de complémentaire à ce qui peut être mis à disposition du client, peut voir dans ces outils un repositionnement de sa fonction et avoir des outils qui peuvent servir à sa formation. Le troisième point, c'est un point qui est très important et non négligeable, c'est le ROI. C'est-à-dire que lorsque c'est bien conçu, le Figital permet tout de suite d'améliorer la rentabilité des magasins physiques
parce que ça permet d'avoir des modèles où on arrive à générer plus de ventes, parce qu'on est capable de répondre à plus d'attentes aux clients, d'avoir plus de choix à offrir en magasin, même si pour autant on n'a pas forcément le stock disponible à l'instant T. Donc moins de stock immobilisé, des plus petites surfaces, et puis des centralisations de concepts commerciaux qui permettent d'améliorer les négociations fournisseurs. C'est clair que dans cette approche digitale, la supply chain, qui est également un élément clé du e-commerce, la supply chain est un élément qui va peser lourd. Et enfin, le digital permet de créer de nouveaux concepts de magasins qui, eux, peuvent être nativement conçus de façon plus économique, notamment, et je vais l'illustrer à travers l'exemple de l'optique. Alors, eView, c'est une expérience qui s'est lancée, enfin une expérience, c'est une entreprise qui s'est lancée en démarrant par du Drive to Store. Donc déjà, j'avais conscience que pour vendre des lunettes, il était difficile de se projeter dans un B2C classique. Alors vous pouvez me dire, oui, dans la chaussure, chez Spartoo, c'était pas évident non plus. Mais là, on est quand même sur un produit encore plus impliquant, un produit de santé. Puis en plus, la problématique prix n'est pas vraiment importante, en tous les cas pour la France, parce que les gens en général ont des mutuelles et ils pensent à tort que ce n'est pas eux qui payent leurs lunettes, que c'est les mutuelles. Bon, enfin, ce n'est pas le sujet du jour, mais on pourra en reparler. Et donc, de l'expérience du Drive to Store, eh bien, on est passé à une expérience digitale. Et comment on a pu arriver à se dire un jour, on va créer des boutiques 100% digitales pour choisir sa monture? C'est parce qu'à travers notre expérience Drive to Store, on s'est aperçu que finalement, les gens étaient capables de choisir leurs lunettes sur un écran. En fait, ce qui se passait, c'est que les gens peuvent choisir jusqu'à 5 montures et on les envoie chez un de nos opticiens partenaires chez qui ils vont pouvoir les essayer. Mais libre à eux, s'ils le souhaitent, d'acheter la monture chez l'opticien, si on trouve une qui leur plaît davantage, chez l'opticien chez qui ils ont pris un rendez-vous et chez qui on a envoyé les 5 montures. Et on s'est aperçu que dans plus de 95% des cas, la monture qui était achetée était finalement une de celles qui avait été choisie sur le site internet. Donc là, on s'est dit, waouh, c'est bon, ça veut dire que les gens sont capables de choisir un équipement aussi compliqué qu'une monture de lunettes sur un écran digital. Et donc, l'idée a été de dire, il était compliqué de vendre des lunettes sur Internet, même dans une logique Drive to Store, parce que c'est un concept compliqué à faire comprendre. Et donc, je me suis dit, eh bien, la meilleure façon, c'est de vendre des lunettes sur Internet à des clients qui n'auront pas forcément conscience d'être sur le web parce qu'on va être dans le monde physique, et de les faire accompagner dans cette démarche par un opticien. Et donc, l'expérience digitale pour choisir ces lunettes se résume autour de 4 briques technologiques. C'est-à-dire qu'on commence, on a défini un outil personnalisé pour choisir sa monture. Ça démarre par une analyse morphologique. Je vais vous montrer quelques images, une vidéo plutôt. Ensuite, on fait un petit profiling stylistique pour savoir à qui on a affaire, qu'est-ce qu'aime le client. On a ensuite développé un moteur d'intelligence artificielle qui est multicritère, auto-apprenant, qui va bonifier sa capacité prédictive au fur et à mesure des observations. Et on va être capable de faire une recommandation de lunettes, de montures, susceptibles de plaire à la personne. Et comme nous, on a fait le choix d'être 100% digital, ça veut dire sans stock physique, je suis à 20 minutes, sans stock physique, eh bien, on va utiliser de la réalité augmentée pour faire de l'essayage virtuel. Donc le mieux, c'est de le découvrir en images, comme ça vous vous rendrez mieux compte de ce que c'est. Donc là, c'est un kiosque qu'on a ouvert en centre commercial à Grenoble. C'était notre premier concept. Ce qui nous a amené à développer des écrans aussi pour maîtriser la communication à distance. Et ça, c'est un corner de 5 mètres carrés qu'on a développé en pharmacie. Ça, c'est un centre commercial à Toulouse, Toulouse-la-Beige. Et là, dans 20 mètres carrés, on offre, ou dans 5 mètres carrés dans la pharmacie, on offre exactement les mêmes prestations qu'un opticien traditionnel. Plus petite surface, plus de choix parce qu'on s'appuie sur une technologie digitale, donc plus de 100 marques, plus de 5000 montures proposées aux clients. Un opticien traditionnel, c'est 600 à 700 paires entre hommes, femmes et enfants en moyenne. Donc ça veut dire dans un corner de 5 mètres carrés, on met autant, voire plus de montures que chez Grand Optical Champs-Élysées, par exemple. Et donc, toute la vente se passe, comme vous le voyez, sur un écran. Et concrètement, eh bien, vous allez voir en image les 4 briques technologiques, c'est-à-dire d'abord l'analyse morphologique, où là on prend un certain nombre d'informations sur le client.
On sait si c'est un homme ou si c'est une femme, quel est son âge, la couleur de ses yeux, ses cheveux, etc. Ensuite, on a 5 petites questions très simples où on fait un petit profiling stylistique pour savoir un petit peu quels sont les goûts des clients. Et là, on a notre moteur d'intelligence artificielle qui tourne et qui fait une sélection de montures réellement capable de plaire à la personne. Alors cette sélection est débrayable, enfin je vous passe les détails évidemment. Et à la fin du fin, comme on n'a pas les produits sur place mais sur un stock centralisé, il faut essayer. Et là, on utilise de la réalité augmentée. Vous voyez, le client n'a pas de lunettes sur le nez et pourtant il peut comparer jusqu'à 4 paires en simultané, ce que je vous défie de faire dans la vraie vie. Donc, un concept comme ça, finalement, le Phygital, eh bien, ça démarre avec le site Drive to Store que vous avez en bas. C'est un outil qui peut s'implanter dans des magasins traditionnels, qui va venir compléter ou avoir une nouvelle expérience d'achat auprès des magasins traditionnels. Ça peut se décliner sous forme de kiosque dans un mall, ce qui permet de ne pas attendre que le client pousse la porte du magasin, mais on peut parler à tout le monde. On est sur le passage des éléphants. Donc. Et juste à titre économique, un kiosque comme ça fait 20 mètres carrés, vous payez 25 000 € de loyer. Quand un magasin d'optique qui est à côté fait 200 mètres carrés, il va payer 200 000 € de loyer. Donc déjà, le niveau de rentabilité, on ne démarre pas au même niveau. Un corner de 5 mètres carrés. Et puis par extension, on a développé, bon ça je le signale un peu comme ça, mais du pilotage, des plateformes pour piloter à distance des écrans dynamiques ou éventuellement sonoriser des boutiques. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Et il nous reste un petit peu de temps pour, si vous voulez qu'on échange, partager ou répondre, si je peux répondre à certaines de vos questions. Toujours la première question qui est la plus dure, comme on dit. Hein, Oui, là je suis passé un peu. En fait, c'est vrai que le principe du Phygital est vraiment un principe lié à la sélection de la monture. Une fois qu'on a sélectionné la monture, on clique sur c'est la bonne, donc on est dans une logique d'entonnoir. On clique sur c'est la bonne et après, ça bascule sur le logiciel métier de l'opticien traditionnel et on continue la vente comme un opticien traditionnel avec la sélection des verres, etc., etc. Alors à ce moment-là, comme on est sur un produit où les gens, des fois, ont envie d'essayer, eh bien, vous avez des gens qui vous disent j'aimerais bien essayer le produit en vrai. Comme tous les produits qu'on propose, on les a physiquement en stock, parce que c'est un point clé du e-commerce, c'est vendre les produits qu'on est capable de livrer au moins rapidement. Eh bien, c'est un service qu'on propose aux clients, s'ils le souhaitent, de faire venir la monture spécialement pour eux, pour l'essayer. Et là, je n'aurais pas mis ma main ni ma tête à couper d'ailleurs, on a eu des résultats absolument incroyables. En centres commerciaux, vous avez un client sur deux qui a choisi directement sa monture sur l'écran sans même demander à l'essayer en vrai. Je ne l'aurais pas cru, franchement. On avait construit le business model avec plein d'échanges, etc. Et dans des pharmacies où là, on est encore dans une relation de confiance encore plus forte avec le pharmacien, etc., on a atteint des niveaux de 9 ventes sur 10 qui sont faites directement où les gens choisissaient leur monture sur l'écran. Et là où il ne faut pas être déceptif, et c'est ce qu'on a bien réussi, c'est quand les clients qui ont choisi que sur l'écran recevaient leur équipement, ils le découvraient en vrai pour la première fois conformément aux images qu'ils avaient vues sur notre solution. Mais le plus important, c'était quand même, parce que c'est des lunettes, c'est quand même quand ils les mettaient sur le nez, c'est de bien voir. Et donc il a fallu développer un certain nombre de choses, etc. Mais et c'est une expérience très intéressante parce qu'en même temps, on s'est aperçu que les gens disaient souvent tiens, j'ai acheté cette paire de lunettes, je ne me serais pas attendu à repartir avec cette lunette-là, je n'avais pas ça dans l'idée. Parce que du coup, présélectionner un produit, c'est rien, l'essayer, se comparer. Et puis alors bon, je passe vite, mais vous avez tous les avantages, vous pouvez préparer la vente en amont. Si le client ne veut pas se décider sur place, comme il va retrouver sur votre site internet les montures qu'il a essayées, on lui renvoie le lien de ce qu'il a essayé, il peut le remontrer chez lui à sa famille. Et enfin voilà, donc je dirais qu'on est vraiment dans l'omnicanal grâce au Phygital. Bonjour, comment vous gérez l'interaction avec les réseaux de soins? C'est-à-dire le fait que la mutuelle rembourse ou pas une partie et qu'il y a des accords de prix, etc. Alors là, on ne parle pas trop du Phygital, parce que le sujet, c'était quand même plutôt le Phygital. Mais mais justement, parce qu'à gérer en Phygital, c'est pas la même chose qu'à gérer en physique ou... Non, c'est pareil. En fait, une fois qu'on passe sur le logiciel métier de la finalisation, nous, on gère le tiers payant. Donc, si la mutuelle est bien
informatisé, on peut avoir en instantané le reste à charge éventuel du client par rapport à ce qu'il a choisi. Et sinon, comme un opticien traditionnel, on envoie les produits, etc. etc. Donc, dans la sélection des lunettes, il n'y a pas une indication en disant cette paire-là vous sera intégralement remboursée, l'autre, vous aurez à mettre 10 euros Ah dans non, votre poche. non, parce que ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est pas, ça marche pas comme ça. En fait, ça dépend vraiment de la mutuelle de chacun. Et en fonction, chaque personne aura des remboursements différenciés en fonction de sa mutuelle. Oui, mais donc, il vous dit pas, il vous dit après ce qui vous restera à payer sur votre équipement. Il vous le dit pas avant. La main, si, moi je vous garantis. Oui, oui, mais soit il sait quelle mutuelle vous avez, parce que la première question que souvent vous pose un opticien, c'est quelle est votre mutuelle. Voilà, ben moi, c'est pas la question que je pose en premier, grâce au Figital. La différence, parce qu'il fait son prix en fonction de votre mutuelle. Voilà. Donc c'est pour ça que vous n'avez rien à payer, mais lui, il optimise. Nous, on ne pose pas cette question, parce que ça n'a pas d'importance. Parce que grâce au Figital, on offre des nouveaux services, et en plus, on est au prix du web. Donc on est infiniment plus compétitif, puisque vous l'avez compris, on a des charges d'exploitation beaucoup moins fortes, et on est beaucoup plus compétitif par rapport aux magasins d'optique traditionnels. Mais bon, ça nous éloigne du Figital. C'est pas le... Merci beaucoup Philippe Varnier, on peut vous applaudir pour vous remercier pour cette présentation.